Popologie. Bienvenue dans Popologie, les popologues. Et dans cet épisode, on va parler de santé mentale. C'est parti. Salut mes gars. Mon vibrato est de mieux en mieux d'épisode en épisode. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Et bonne année. Bah oui, bonne année, bonne santé. 3 ou 4. Et bonne année aussi à tous les popologues. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? La santé surtout. Ouais. Surtout par rapport à l'épisode. Donc voilà. Écoute, ça va être un épisode où on va parler de santé mentale. Parce qu'on est en janvier, qu'en janvier, c'est le mois où on a bien la pression avec toutes les résolutions et tout le bazar. C'est le mois du Blue Monday aussi. C'est le mois où, en fait, on sort de 1 milliard de fêtes et de tout ça, des cadeaux partout et tout. Et puis après, qu'on est confronté bien à la réalité de la vie. Ouais, c'est un peu une descente, comme ça. Mais on va pas en parler que tous les deux. Ouais. Donc, on va en parler avec quelqu'un, donc cher popologue. Pour parler du sujet de l'épisode, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir une invitée qui a autant de facettes qu'une schizophrène. T'as vu la petite vanne? Elle est comédienne, autrice, elle est surtout militante. Elle est passionnée par ce qu'elle fait sur scène et aussi ce qu'elle fait en dehors de la scène. Elle s'engage pour des causes essentielles comme l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Son nouveau spectacle, il aborde l'impact de la santé sur la santé mentale et ça prouve à nouveau son talent. Je suis ravi de vous présenter une invitée à qui on souhaite d'être saine à jamais. Ça n'a jamais arrivé. Hello. Salut Sana, on est trop contents de t'avoir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie énormément de m'accueillir ici au sein de ce beau podcast. Avec grand plaisir. Merci. Écoute, on est aussi super contents de t'avoir. Et puis, on va pas le cacher aux auditeurs. Nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a fait nos armes sur certaines planches, dans certains théâtres ici à Bruxelles. Et puis voilà, du coup, très content de te revoir. Ouais, merci Naïm, vraiment, moi aussi. Ça fait quoi, 12 ans qu'on se connaît maintenant? Ouais, un truc comme ça. Ouais. On se sent vieux, de nouveau. T'étais un bébé, à toi. chaque fois, c'est ça. À chaque fois, je fais des trucs sur la vieillesse. Ça fait un peu, tu sais, t'es là avec ta tante et ton oncle. Ah bon? Mais donc voilà, on va rentrer un petit peu dans les choses sérieuses, mais avant tout, comme on disait, c'est un épisode qui parle de santé mentale, et la santé mentale, c'est un sujet très sérieux, et j'ai vraiment pas envie qu'on prenne ça à la légère, ou en tout cas que les auditeurs pensent que on vient et que tout à coup on s'est improvisé psy. Donc la santé mentale, déjà c'est très très large, c'est les troubles anxieux, c'est la dépression, c'est les troubles bipolaires, ça va être des troubles post-traumatiques, de l'alimentation, de la schizophrénie, j'en passe parce que je suis pas psy. Et donc, et on va surtout parler de ça avec notre cœur. On va en parler sincèrement, on va en parler avec nos expériences personnelles. Et on va surtout pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais par contre, on va apporter notre vécu. Et si jamais ceux qui écoutent ont besoin d'aide à ce sujet, je les invite fortement à se tourner vers les professionnels pour ça, parce que ça peut toujours être un moyen de se sentir soutenu et soulagé. Here we go! Alors, dans cet épisode, on va parler de santé mentale à travers plusieurs œuvres. Et il faut savoir que la représentation de la santé mentale dans la pop culture, c'est un sujet qui est de plus en plus important, qui reflète et qui influence tout ce qu'on voit dans la société et comment la société perçoit la santé mentale. Il y a de plus en plus d'œuvres contemporaines qui en parlent et qui sont grand public. Ça, c'est super important. C'est plus juste un truc de niche. Il y a des séries comme BoJack Horseman sur Netflix, par exemple, ou Les Sopranos qui ont abordé ça de manière assez frontale et assez juste, les troubles psychiques.
Et ça contribue aussi à une meilleure compréhension de tous les enjeux qu'il y a derrière. Il y a aussi des personnalités beaucoup plus grand public, comme Stromae, Céline Dion ou Naomi Osaka, donc la sportive, qui ont pris la parole pour évoquer ça de façon beaucoup plus ouverte, tout ce qui concerne l'état de leur santé mentale, la gestion de la pression, ou même des trucs beaucoup plus profonds que ça. Et ça montre une tendance, en fait, à avoir plus de visibilité sur le sujet et une déstigmatisation, parce que ça, c'est aussi un truc super important, c'est que ça a été toujours, longtemps perçu comme quelque chose qui est, ouais, c'est le truc des fous dont on parle pas, en fait. Ouais, c'était méga tabou. Ouais, t'as le côté un peu, t'es fragile parce que t'arrives pas, et machin et tout. Et en fait, ça, c'est bien parce que des gens que t'admires, ou en tout cas qui sont admirés par le grand public, tout à coup commencent à en parler et ils disent, OK, tu peux avoir l'air fort, mais ça veut pas dire que mentalement, tu peux pas avoir certaines souffrances que tu veux partager. Et en fait, malgré toute cette mon nouveau fondamental, on l'a trouvé. Ça y est, Fallait que ça déjà. arrive. Donc, c'était le mot que j'essayais de dire avant de faire un AVC, c'était médiatisation. Waouh. Donc, mais malgré cette médiatisation, on se demande surtout si, en fait, la santé mentale, elle est représentée dans la pop culture de la bonne façon, parce qu'il y a plein de façons dont tu la montres, et parfois, en fait, ça peut aussi contribuer à, en fait, perpétuer des clichés, à amener des façons qui sont injustes de voir la chose, créer même des malentendus. Moi, je pense à une série que je hais. C'est pas vraiment un truc sur... Enfin, ça touche à la santé mentale, mais pas de la façon dont moi, j'ai envie qu'on en parle. C'est par exemple la série HPI avec Audrey Fleurot sur TF1. J'ai jamais regardé. Moi non plus. Tiens, Audrey Fleurot, balle perdue. Non, en gros, c'est une série qui parle, où tu as une meuf qui est HPI et qui fait des enquêtes, etc., etc. Et en gros, si je dois la résumer, c'est une sorte de sapin de Noël déguisé en meuf qui fait des vannes super lourdes et en faisant des enquêtes. Et je dur. déteste. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai juste envie de cracher ma haine sur cette série. À fond, hein. Voilà, l'épisode est fini. C'est comme ça. Non, mais c'est surtout pour dire qu'il y a beaucoup de trucs qui aident à comprendre, mais aussi beaucoup de trucs qui l'idéalisent ou la romancent ou la font, la romantisent ou enfin, on la traitent d'une façon qui n'est pas tout à fait juste. Et donc, voilà, mais par contre, nous trois ici, il y a quand même des œuvres qui nous ont marqués, des œuvres qu'on a envie de mettre sur un piédestal pour montrer à quel point ça nous a parlé dans des moments qui étaient assez sombres pour nous. Et donc, je vais commencer par toi, Sana. Sana, est-ce qu'il y a des œuvres dans lesquelles tu te reconnais, qui traitent de la santé mentale, et du coup, lesquelles ? Eh bien, moi, il y en a une en particulier et je vais référencer à Frida Kahlo. Frida Kahlo, pour moi, c'est une grande référence. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle a pu montrer, même en étant très pudique autour de son combat et de ses souffrances, elle a quand même pu démontrer de manière très brute et authentique ce qu'elle vivait. Et donc, ici, j'ai une œuvre en tête, c'est La colonne brisée. En gros, elle est là avec un corset d'acier, avec des vis dans le visage, avec des larmes. Et tu vois, c'est une très belle métaphore entre la souffrance qu'elle vivait physiquement et psychiquement aussi, et sa résilience, parce que tu la vois vraiment grande dame, debout, en train de te regarder droit dans les yeux. Et tout ce que moi je vois, c'est de la résilience et la force. Mais en même temps, il y a énormément de tristesse dans cette toile. Ouais. Et Frida Kahlo, c'était une des personnes pour moi qui pouvait bien démontrer comment créer un équilibre entre les deux. Comment, à travers des épreuves, en sortir. Tu vois, c'est pas que toi, Naïm, qui ouais, fait mais toi, des t'es gestes comme ça. néerlandophone. Oui. En sortir plus grande, plus forte. Et est-ce que tu te souviens d'un moment particulier où, quand tu as vu cette œuvre, tu l'as comprise comme tu l'expliques maintenant? Oui, déjà quand j'ai vu son film, et je l'admets ici, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai pleuré parce que ça m'a touchée dans une de mes plus grandes sensibilités, qui est la souffrance physique. Et oui, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, t'es pas toute seule. Et clairement, hein, j'ai pas besoin de voir Frida Kahlo à la télé pour savoir que je suis pas toute seule là-dedans. Mais que je me suis dit, oui, tu peux vivre ce que tu vis et à côté, quand même, garder une force incroyable.
Voilà. Mhm. Donc, mais je me souviens, j'étais très jeune en plus. Ouais. Mais c'est drôle, ce truc de t'es pas toute seule. Je crois que c'est un truc qui va beaucoup revenir parce que je pense que se sentir compris, c'est un truc qui met les œuvres sur un piédestal, qui les font ressortir du lot, en fait. Bah, c'est surtout quelque chose que quand tu es en thérapie, se sentir compris, c'est un step c'est un step en plus, quoi. C'est vraiment c'est une très bonne manière d'avancer quand tu ressens voilà. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Non, mais je comprends. Mais se sentir compris, c'est vraiment un step en avant. Ouais, tout à fait. Il y a un gros, et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand tu vois qu'il y a une exclusion sociale autour des personnes qui sont malades, c'est ça. C'est de un, cette exclusion, cette solitude et ce manque de compréhension. Donc oui, Mégane, se sentir compris, c'est une grosse partie dans le travail de soi. Ben justement, Mégane, toi, je pense que tu as choisi de nous parler d'une œuvre qui est assez populaire. Et c'est ça aussi que j'adore dans ce podcast, c'est qu'on va passer de Frida Kahlo à un truc au studio Pixar. à fond. Donc, un peu plus mignon, on va dire. Mais j'adore la référence, franchement. Frida Kahlo, grande dame. Donc, merci beaucoup, Sana. Franchement, j'admire beaucoup. Et moi, du coup, j'ai parlé d'Inside Out. Donc, en français, c'est vice-versa. Donc, le premier est sorti en 2015 et pour moi, c'est vraiment une référence incontournable sur le sujet parce que ça touchait un enfant, en fait, dans le film. Donc, c'est Riley, qu'on voit qui est toute petite. Je pourrais pas dire l'âge, mais c'est vraiment l'âge enfant. Et en fait, dans ce film, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, littéralement, une plongée dans notre tête avec des émotions qui prennent vie. Donc, dans le premier, on a plusieurs émotions. Il y a joie, dégoût, tristesse et colère. Et peur aussi, j'ai failli oublier. En plus, c'est Pierre Ninet qui fait le doublage, donc j'ai failli l'oublier. Et voilà. Et pourquoi ce film? C'est parce que pour moi, ça rend en fait hyper accessible un sujet méga complexe qui est donc la santé mentale et surtout par rapport aux enfants, parce qu'on se rend pas compte, mais les enfants peuvent aussi souffrir de ce genre de que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, plein de choses. Et ils ont plus de mal à mettre des mots là-dessus parce qu'ils sont encore jeunes, donc c'est très compliqué, ils sont pas informés. Donc je trouvais ça génial en fait que Pixar se lance sur un sujet pour un film, pour un dessin animé pour les enfants. Et alors, ce qui est hyper intéressant aussi dans le film, c'est que ils se contentent pas de simplifier les choses. On voit vraiment, enfin, le film montre vraiment toutes les émotions, même celles qu'on considère comme négatives, comme la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Et en fait, elles ont toutes un rôle important. Dans le premier, on voit vraiment le rôle important de la tristesse et comme quoi, en fait, on ne peut pas tout le temps avoir de la joie parce que le personnage principal, c'est vraiment Joie qui est, on va dire, aux commandes du cerveau de Riley et qui contrôle vraiment tous les souvenirs. Et donc, tous les souvenirs sont joyeux, mais tu ne peux pas, c'est pas possible. Si pour avoir des hauts, il faut avoir des bas. Et c'est très joli. Vers la fin, on voit que en fait, il faut des mélanges d'émotions dans chacun de nos souvenirs, dans chacun de nos actes. Et j'ai trouvé ça très beau et super bien expliqué pour les enfants. Ensuite, il y a eu le deuxième qui est sorti, Inside Out 2, où là, le focus s'élargit un peu. On introduit des nouvelles émotions. Donc, il y a envie, ennui, embarras et leur chef et que j'ai adoré parce que j'ai beaucoup d'anxiété moi-même et donc anxiété. Et là, c'est plus à l'adolescence. Donc, on suit toujours le même personnage, Riley, qui est adolescente et qui est confrontée justement à beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'émotions, dont l'anxiété qui prend vraiment une grande partie dans l'histoire du deuxième. Et donc, voilà. Et on voit vraiment ces montagnes russes émotionnelles qu'est l'adolescence. Et c'est encore plus proche pour moi de ce que les gens vivent, en fait. Moi, personnellement, qui fait beaucoup de crises d'angoisse, qui a énormément d'anxiété, est super anxieuse. J'ai trouvé ça génial, en fait, qu'ils abordent ça. Parce que, surtout pour les parents, en fait, parce que moi, je me souviens que quand j'ai commencé à avoir ces crises d'angoisse, mes parents ne comprenaient pas du tout. Ils étaient là, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas. Et donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des dessins animés comme ça
pour les petits et les grands, vu que généralement les parents vont voir ça avec leurs enfants au cinéma. Je trouve ça hyper intéressant en fait, et c'est un step vraiment en avant. Ça devient de moins en moins tabou grâce à des offres comme ça. Et aussi avec l'humour. Le fait, j'ai beaucoup aimé parce que c'est abordé avec tellement d'humour. Beaucoup d'humour. Ouais. Moi, j'adore Colère aussi. Franchement, c'est un bel personnage que j'aime beaucoup. Mais voilà, est-ce que c'est réaliste pour autant? Oui et non. Donc, c'est vraiment une très chouette œuvre, et je pense qu'elle est là pour quelque chose. La représentation est hyper bienveillante, et c'est génial qu'un film comme ça, encore une fois, puisse exister. Mais d'un autre côté, ça reste quand même vachement idéalisé, parce qu'il ne faut pas oublier que la santé mentale, c'est la santé. Et donc, les troubles, que ce soit les troubles anxieux, la dépression, etc., c'est pas seulement lié à nos émotions, et c'est pas juste une émotion qui prend le dessus dans notre cerveau, c'est parfois des maladies. Donc voilà, c'est ça qui est un peu idéalisé dans le film, c'est qu'on se base beaucoup sur les émotions et pas sur le fait qu'en fait, ça peut être des maladies, quoi. Donc voilà. Moi, je trouvais que justement dans Inside Out 1 et dans le 2, en fait, bon, évidemment, c'est idéalisé, mais quand tu vois que c'est aussi destiné aux enfants, c'est bien. Et surtout que, voilà, moi, c'est 2 films que j'ai vus avec ma fille, et je sais que ça lui a beaucoup parlé. Encore plus maintenant, elle est très stressée, très anxieuse et tout. Et dans le 2, le personnage de l'anxiété, je trouvais qu'il était super bien traité. À fond. Moi, il y a une scène, j'ai pas envie de spoiler parce qu'il est encore récent, mais je vais juste un peu résumer la scène. La scène de la crise d'angoisse. Mais franchement, ça m'a touché de ouf parce que c'était hyper juste. Encore une fois, quand on parlait de trucs où on se sent compris, je me suis dit, OK, là, ils ont vraiment capté comment je me tape une crise d'angoisse, c'est quoi, tu vois. C'est ça, c'est vraiment ça qui se passe dans la tête, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ces 2 films-là, c'est que ça a pu ouvrir la discussion ainsi que la réflexion chez les parents. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est très cool. Et toi, Sana, est-ce que tu penses que dans les œuvres en général, est-ce que les enjeux de la santé mentale sont représentés de façon réaliste? Est-ce que tu trouves que ça les simplifie trop? Est-ce que tu trouves que ça les romance trop? Moi, en fait, je trouve que tant qu'on en parle et qu'on ouvre le dialogue, c'est déjà un pas. Donc, après, tu es en train de parler avec une personne qui a grandi avec Dawson's Creek, One Tree Hill, Gilmore Girls. Et c'est vrai que, oui, il y a une énorme évolution qui s'est faite. Nous, à l'époque, on était en mode, est-ce que Joey va se mettre avec Dawson? Tu vois, c'était ça un peu. Et aujourd'hui, c'est vrai que t'en as qui vont plutôt être réalistes et donc qui vont contribuer à contrer cette stigmatisation qui existe autour des maladies, des troubles mentaux. Mais d'autres vont la simplifier, la romancer. Par exemple, tu as Atypical, je ne sais pas si tu connais cette série, BoJack Horseman aussi. Et là, par contre, je trouve que, comme tu l'as dit si bien dans l'intro, tu vas donner une image qui est déformée. Mais les 2 sont nécessaires. À mon avis, tu as des personnes qui n'ont pas... on a tous des seuils de tolérance, et certaines tolèrent avoir des choses un peu plus hard, plus réalistes, plus brutes, et puis d'autres non. Et donc oui, il faut les 2. Est-ce que l'un doit exister plus que l'autre? Non. Donc oui, autant il y a des œuvres qui mettent ça en avant de manière trash, enfin trash, tu m'as compris. Autant il y a des œuvres qui sont un peu trop dans... Ça, c'est vrai que je suis d'accord, parce que, par exemple, ma sœur, elle aime pas le trash. Donc, dès qu'il y a des sujets comme la santé mentale ou la violence ou quoi, et que c'est trop trash, elle va arrêter de regarder, en fait. Elle va pas continuer. Donc, c'est vrai que des œuvres qui sont peut-être un peu plus idéalisées, comme Inside Out, par exemple, pour les enfants, ça aide beaucoup, parce que ça permet d'ouvrir la discussion et la réflexion à des personnes qui ne s'informeraient pas peut-être sur le sujet, parce que c'est une certaine peur, en fait. Moi, j'avais surtout le truc de est-ce que Joey va finir avec moi, déjà? C'était ça ma plus grande question. Bon, réponse spoiler, non. Et la deuxième chose, c'est... Moi, je trouve que je me pose pas tout le temps la question de est-ce que c'est idéalisé ou est-ce que c'est romancé, etc. Bon, je le vois, et évidemment qu'il y a parfois où ça va m'énerver, parce que, genre, quand ils règlent tout un problème à coup de... On fait une petite danse et c'est fini, j'aime pas. Mais... moi, j'ai un truc surtout avec les métaphores. En fait, j'adore quand, dans une œuvre,
c'est métaphorique la façon dont ils abordent la chose. Parce que l'authenticité dans un film, dans une série, dans un truc comme ça, c'est vraiment difficile à mettre en scène en 1h30, 2 heures, tu vois, et d'apporter toutes les réponses dedans, quoi. Après, il y a des trucs où c'est réaliste et pour moi, bon, voilà, il y a beaucoup de trucs. Moi, en fait, les œuvres qui me parlent, ça va être vraiment des trucs comme dans la musique par rapport à la santé mentale, où là, vraiment, c'est mon truc, quoi, tu vois. Donc, moi, ce dont j'avais choisi de parler, en fait, c'est en fait, bon, comme je disais, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent de la santé mentale qui me parlent. J'ai hésité dans les jeux vidéo. Par exemple, dans les jeux vidéo, il y a Gris de Conrad Rosset ou Céleste du studio Extremely OK Games. Donc, c'est un studio canadien, je crois, qui étaient vraiment des œuvres thérapeutiques. Mais, à nouveau, c'était une métaphore. Et par exemple, dans Céleste, tu as vraiment la métaphore de gravir une montagne. Et la montagne représente la dépression, etc. Et franchement, c'est assez juste, c'est bien fait. Ça correspond aux vraies phases de comment tu peux surmonter une dépression, etc. Mais excuse-moi de te couper, mais il faut avoir une certaine lecture aussi par rapport à ça. Tout à fait. Et pas tout le monde a cette capacité-là. Clairement. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose dans la musique qui est beaucoup plus fort. Je vais parler des plusieurs contacts que j'ai eu avec ça à différents moments de ma vie. Et il y en a un en particulier parce que, bon, celui-là, il me touche particulièrement, même si ça peut avoir l'air ridicule. En fait, je vous explique. Donc, petite anecdote. Mais je rigole, mais c'est pas marrant. En gros, c'est marrant. Mais on va parler d'un mec mort. Oui, oh là là. Non, mais allez, comment tu plombes l'ambiance maintenant? Non, bon, allez. Non, je Non, rigole. mais sérieusement. Donc, en gros, je vais pas citer son nom, mais quand j'étais jeune, j'avais un pote et c'était un pote qui pour moi était la première fois où j'étais confronté à quelqu'un qui mentalement ne se sentait pas bien. Donc, et je me rappelle qu'il y avait la chanson de Doc Gynéco, Nirvana. Donc, Nirvana, qui est une chanson qui est sortie dans l'album Première Consultation, donc en 96, où Doc Gynéco abordait ça. En fait, donc, il y avait ce clip où il était en training sur les toits de la ville, un clip puissant, simple, cru. Et surtout un petit style désabusé du chanteur Doc Gynéco. Et en fait, le texte, c'est quoi? C'est un texte qui parle d'un gars qui est dégoûté de tout, qui est perdu dans la vie, qui est désenchanté. Et il aborde ça de façon assez directe dans le refrain. En fait, dans tous les couplets, il constate les trucs qui lui donnent plus goût à la vie, tous les trucs qui lui font plus ressentir rien du tout. Et le refrain, c'est vraiment la conséquence de ce mal-être, où il suggère d'arriver carrément au suicide, où donc il dit « Comme Bregovoy, aussi vite que Senna, je veux atteindre le Nirvana, clic, clic, boum ». Donc c'est un truc assez clair. Et bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle a 22 ans, donc il est assez proche de nous en tant que Jones de la cité, quoi. Et en gros, en fait, voilà, il parle de ça dans cette chanson. Et pour moi, cette chanson-là, elle est très liée à ce pote que j'avais parce qu'il la chantait beaucoup. Il était vraiment... Et bon, et quand je dis que j'avais, parce que j'ai appris en fait que ce pote, il s'est enfoncé de plus en plus dans ses problèmes de santé mentale. Et que finalement, en fait, j'ai appris aujourd'hui même... en faisant des recherches, parce que justement, je voulais chercher des trucs par rapport à lui pour encore mieux parler de cette chanson, j'ai appris qu'en fait, il est décédé et l'année dernière, enfin, il y a quelques mois. Et donc, voilà, donc déjà une petite pensée pour lui. Et puis surtout, c'était un mec méga drôle, c'était un mec enfin, je rigolais trop avec lui, mais qui clairement avait besoin d'aide et je saurais jamais dire si il a eu cette aide ou pas, s'il a rejeté cette aide ou pas, j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, c'est un mec qui a 1 an de plus que moi et qui est plus là aujourd'hui pour kiffer Doc Gynéco. Pour rectifier, Naïm, je pensais que tu disais que l'artiste était mort. Donc, je ne vais pas rigoler si tu aurais dit que c'était quelqu'un. Tu pouvais rigoler aussi, t'inquiète. Ouais. Non, t'inquiète pas. Mais les gars, les personnes les plus drôles sont ceux aussi très souvent qui cachent beaucoup d'idées. Je ne vais pas faire une généralité, mais très souvent. Très souvent. C'est ça. Non, clairement.
Et donc, après ça, il y a eu d'autres titres, d'autres chansons, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait Oxmo Puccino en 98 avec le titre L'enfant seul, où là, ça parle vraiment de solitude. Et en fait, ils sont tous autour de ça, autour de tout ce qui est santé mentale, mais ils parlent parfois de ce qui cause des problèmes de santé mentale ou la conséquence de ça. Par exemple, il y a aussi Pete Bacardi avec Si loin de toi en 2000, où lui, il va parler du deuil de la perte de sa mère et du fait qu'il pense parfois à avoir envie de la rejoindre et qu'il se sent seul aussi. Il y a Cynique, où là, on est déjà beaucoup plus sur les conséquences des maladies de santé mentale ou de la dépression, ou dans le titre Rue du Paradis. C'est un titre qui a mal vieilli, mais qui est assez intéressant dans sa structure. En gros, c'est un échange avec son frère qui s'est suicidé, où en fait, ce que j'adore dans ce titre, c'est que il n'est pas en train d'idéaliser, il est en train vraiment d'exprimer sa colère envers son frère, qui les a quittés, qui les a abandonnés, le fait que lui, il était petit, il parle de tout ça. Donc voilà. Et puis, il y a aussi Soprano. Et Soprano, avant d'être le chanteur-rappeur de TF1, il a aussi en fait des titres qui étaient, par exemple, Une bouteille à la mer ou Mélancolique anonyme. Oui, tout à fait. Et ce que j'adore, en fait, j'avais complètement zappé ce truc, mais dans Mélancolique anonyme, en fait, à la fin de la chanson, il y a Diams. Donc, Mélancolique anonyme, il faut savoir que c'est un titre. Je ne souvenais pas de ça, punaise. Écoute, tu vas voir. Donc, en fait, dans la version pas single, la version album, il y a Diams à la fin. Et en fait, c'est fou parce que ça me fait une petite transition pour après. Mais donc, c'est un titre qui parle comme si c'était la réunion des alcooliques anonymes, sauf que, en gros, il parle de sa santé mentale, de tout ce qui le pèse, de tout ce qu'il trouve lourd, de tout son sentiment de culpabilité, etc. Et ce que j'adore donc cette chanson, c'est qu'à la fin, il y a un passage de Diams qui va en fade out, donc elle n'a pas un vrai couplet dessus. Ok. Et donc du coup, ça m'amène aussi à Diams, qui est vraiment la queen de l'authenticité par rapport à ça. Donc elle est venue avec son album SOS, mais laisse tomber. Incroyable. Je te Prends dans jure. les tripes. Hein. Ah non, Ah, mais ça, c'est- le titre, si c'était le dernier, Ouais. mais my God, c'est 10 minutes de... tu passes par toutes les émotions, la haine, la colère, elle est crue, elle est vraie, il n'y a pas plus authentique. Tu peux pas, elle Oui, a c'est mis son magnifique. cœur sur la table et elle te l'a fait manger bouchée par bouchée. Quoi. Sans C'est- métaphore. Alors que Stromae est plus fort dans les métaphores. Exactement, Elle, elle a été exactement. très- Ouais, brut. Ouais, ouais. Mhm. Alors, il y a un autre album qui, pour moi, compte beaucoup, enfin, un autre artiste, pardon. Donc, c'est This Is. Donc, en fait, This Is avait fait Je pète les plombs, et il s'était fait connaître avec ça et tout. Mais c'est plus un titre caricatural, plus un truc gimmick et tout. C'est pas de celui-là que je parlais. En fait, c'est la trilogie Lucide, Extra-Lucide et Translucide, de 2012 à 2014, où, en fait, là, il y a un vrai truc parce qu'il a commencé à toucher du doigt un truc qui est... Ah oui, juste un truc pour les auditeurs. Vous pouvez compter le nombre de fois où je dis le mot truc et vous allez, Je suis en train de compter, Naïm. et vous allez gagner le poids en chocolat. Parce que je pense, le truc, c'est le mot que j'utilise comme les schtroumpfs, ils disent schtroumpf. En fait. Ouais, truc est marrant. On est à 88. Ok, donc ça fait 80 kilos de chocolat. Non, mais donc, This Is, en gros, en fait, ce que j'adore dans cette trilogie d'albums, c'est qu'il était à un moment où il était vraiment en galère dans sa vie. Il allait arrêter la musique, il était vraiment en dépression de ça, c'était chaud pour lui, etc. Et s'est dit, OK, en fait, il avait cette pression aussi de est-ce que je reste un authentique rappeur? Est-ce que je deviens le rappeur sensible? Est-ce que Enfin, il y avait tout ce truc-là, parce qu'en plus, il y avait aussi, Changer dans le de game, on se personnage et foutait, on se foutait un peu de sa gueule. Il avait sorti un album juste avant où il avait pris le pseudo de Peter Punk, où en fait, c'était un album qui était un petit peu plus rock et tout, et qui est vraiment super chouette. Et j'adore cet album. Bref. Et en fait, il a sorti ces 3 albums-là où le premier, donc Lucide, il expose tout ce qu'il a de sombre en lui et il évoque vraiment la dépression et le désespoir. Dans Extra Lucide, en fait, là, tu es déjà un petit peu dans la phase de guérison avec des chansons qui parlent vraiment de ça ou de comment on peut s'accrocher à des petits trucs positifs, etc. Et dans Translucide, en fait, on est plus sur une paix intérieure. On est plus sur un truc de presque une sociologie on constate tout ce qui n'a pas été et pourquoi on s'est senti comme ça. C'est son album de la trilogie, c'est celui qui me parle le moins, mais c'est un bon album quand même
entre rap et pop, un peu comme ça. Donc voilà. Et en fait, il y a des titres dessus qui sont assez explicites. Par exemple, il y a un titre qui s'appelle Burnout. Voilà, le titre parle de burn-out, quoi. Ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est qu'en fait, il parle de comment tu te sens submergé par des mini-trucs, quoi. Tu vois, genre, tu vas acheter un truc, mais tu penses aux conséquences de si tu achètes ce truc, en fait, tu auras des problèmes de thunes, et tu as tout ce truc de ce qu'on appelle aujourd'hui le overthinking, mais en fait, qui est juste l'effet cascade de comment tu te sens quand tu es... Effet boule de neige. Ouais, voilà, quoi. Donc ça... puis donc il y a Diams avec cet album de fou, mais vraiment Diams. j'adore. Et puis il y a tout ce qui a été autour, parce qu'en fait il y a le fait qu'elle a arrêté sa carrière, il y a son livre qui est sorti où elle a parlé de ça, il y a son documentaire, Salam qui était magnifique. C'est ça. Et en fait là il y a une genre de transition qui s'est faite chez les artistes. Je dis pas que c'est grâce à elle, mais en tout cas c'est une tendance plus grande, c'est que c'était fini de juste parler de ça dans tes chansons ou de un peu l'expliciter dans un clip ou quoi. En fait, ça devenait, t'en parles dans une chanson et t'as la réalité qui va avec. Et ça a renforcé le truc authentique. Ouais. Et c'est là qu'en fait, un artiste comme Stromae aussi, je trouve qu'il a vraiment eu beaucoup de force avec ça. Bon, il a commencé avec Alors on danse en 2010, où tu avais déjà toute cette thématique des abusés, tu constates tout ce qui se passe mal dans la vie, et la conséquence un peu cynique, c'est on danse, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais le vrai truc, c'était la chanson L'Enfer en 2022. Ouais, sur l'album Multitude. Et donc, en gros, là, il a vraiment parlé ouvertement de ses pensées suicidaires. Il était sorti d'une grande pause où il avait déjà évoqué sa santé mentale défaillante. Il y a une vraie introspection dans cette chanson. Le titre est fort. La façon dont il l'a exposé, c'était fort. Et ça a une vraie conséquence aussi. Je veux dire, il y a le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a tweeté au moment où Twitter était encore un réseau social normal, pour lui dire que qu'il a bien fait de faire ça et qu'il le remerciait d'avoir mis en valeur ça. Et puis, il y a trois autres trucs dont je vais parler vite fait. C'est Orelsan qui a aussi surfé, pas surfé, mais était très franc sur ça. Bon, il y avait Suicide social, pareil, en 2011, où là, il se crée un personnage qui a la haine de la société. Ce que je trouve très intéressant dans ce titre, c'est qu'il y a un côté colère. Il n'y a pas le côté « allez, ça va aller, nanani, nanana ». Mais c'est vraiment, j'ai la haine et je vais expliquer tous les trucs qui me foutent la haine, et en fait je préfère crever que de vivre avec tous ces trucs qui me foutent la haine. C'est un gros son, ça. À fond. Et puis surtout, moi il y a un titre qui m'a parlé à fond, c'est Jour meilleur. En fait, ce que j'adore dans Jour meilleur, c'est pas spécialement le texte, c'est des petites subtilités qui sont en fait, où dans ce titre on t'explique qu'un jour ça va aller mieux. Mais en fait, il prend tout le temps des pincettes. Et je trouve que ça, c'est hyper important de ne pas être dans un truc de l'injonction au bonheur et tout, de « Allez, t'es à la dépression, arrête, c'est bon, tu vois ?» Et des trucs comme ça où « Allez, t'as tout ce que tu veux dans la vie. » Et en fait, dans ce titre-là, ce que j'aime bien, c'est que il dit, tu vois, laisse-moi te dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Donc déjà, il minimise ce qu'il va dire, parce qu'il sait que tu peux pas juste venir et dire « Allez, je vais te coacher, et fais pas ça parce que... » Tu vois, ce ton moraliste, ça marche jamais. Exactement. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans Jour meilleur, c'est qu'il a pas le ton moraliste, il a plus un ton de quelqu'un qui va t'accompagner dans ton cheminement, quel que soit ton cheminement, et voilà, quoi. Et ça, j'aimais beaucoup. Et puis surtout, en fait, il y a eu Gizmo, que j'adore, avec une chanson qui s'appelle « Attendez-moi » en 2016. Et là, pourquoi je parle de lui? Parce qu'il y a un pas qui a été franchi par rapport à tous les autres. C'est qu'en fait, voyez le média Viceland. Donc, ils ont une émission qui s'appelle Thérapie, et où il y a un vrai psychiatre, psychanalyste. Et en fait, des rappeurs viennent en thérapie, sur une session de thérapie avec lui, et c'est une vraie thérapie. Je te jure, l'épisode de Gizmo, c'est... Ah oui, j'ai vu des extraits, effectivement. Ouais, Mon Dieu, quoi, c'est dur. C'est franchement. Dur. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, tu vois, du coup, tu te retrouves avec un rappeur qui est censé représenter une certaine image de la street, et là, en fait, il expose tout ce qui est dur et pourquoi il est comme ça. Et honnêtement, tu peux pas ne pas être empathique par rapport à ça, quoi. Ouais.
C'est bien qu'on a des personnes, des figures comme ça, parce que encore c'est des hommes. Et chez les hommes, c'est très, très compliqué pour parler de santé mentale, même si tu as de plus en plus de sportifs et comme là, tu me dis, des rappeurs qui le font. Donc non, vraiment, belle démarche. Ouais, mais surtout dans le rap, où c'est un peu un monde de dur, un monde un peu brut, en tout cas dans l'idée des gens qui ne connaissent pas bien le rap. Et du coup, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de les voir un peu se livrer et qu'au final, ils restent humains comme nous, donc ils traversent aussi des choses et ressentent des choses aussi. Donc ça humanise tout ça, quoi. Ça fait du bien. Mais donc c'est ça. Donc toutes ces chansons ont vraiment eu un rôle thérapeutique, mais voilà, je me demande pour vous, est-ce qu'il y a des vraies œuvres qui servent, je vais dire, de médicaments, des œuvres un peu qui peuvent aider à te soigner? Oui, pour moi, je pense à, par exemple, des personnages, bon, vous les connaissez sans doute, peut-être Megan plus que toi, mais genre une Selena Gomez qui sort avec un documentaire My Mind and Me. Incroyable. C'est aussi un documentaire qui est important parce que il y a plein de jeunes adolescentes qui s'identifient dans ces chansons. Et là, ils peuvent dire, OK, ça a l'air... C'est comme Tyson Fury, qui parle aussi tout un moment. Il a plein de capsules comme ça en ligne sur sa santé mentale. Et c'est des gens qui ont l'air invincibles, mais que they struggle with shit. Tu vois, donc c'est bien. Ça, c'est des œuvres pour moi qui sont... importants. Et celui de Jonah Hill, Stutz, le documentaire, aussi... Parce que tu es là avec une loupe dans ces séances de thérapie à lui. Et ça, vraiment, ça vaut la peine d'être regardé un peu. Je suis d'accord. Se dire, OK, peut-être que la thérapie, ça peut être positif pour moi. Ou peut-être juste voir qu'est-ce que ça représente réellement. Ouais, celui de Selena Gomez, il m'avait vraiment mis une claque. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, bon, je vais regarder parce que c'est quand même... Elle fait partie quand même intégrante de la pop culture. Donc, c'est une très grande artiste. Et il m'a vraiment mis une claque parce que c'est vraiment... dans son intimité et dans des choses vraiment pas chouettes à voir. Mais du coup, super bon documentaire. Je recommande aussi, du coup, vraiment. Alors, les filles... Donc, on va parler maintenant des moments qu'on a partagés avec le pop culture, dans les moments où on était les plus down, les moments où... même pas down, mais où on souffrait vraiment d'une maladie, que ce soit dépression ou autre chose. Et je vais juste commencer, parce que je vais aller vite là-dessus, parce que, bon, j'avoue, ça me gêne d'en parler, mais Sana m'a dit, tu fais un podcast, tu mets tes trucs sur la table, ok? Donc oui, c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc oui, je vais le faire. Mais en gros, voilà, moi, il y a une phase en particulier dont je me souviens et d'un souvenir en particulier que j'aime bien. Et bon, voilà, dans la vie, tu passes par plein de trucs et j'ai eu des très gros soucis de santé qui ont fait que je suis resté hospitalisé assez longtemps. Et c'est des soucis de santé qui restent en plus et tout. Et donc, il y avait tout ça. Plus, du coup, c'est tombé aussi à un moment où j'avais divorcé. Donc, j'avais beaucoup d'incertitudes sur la stabilité de ma vie parce que t'es là, tu quittes beaucoup de choses. Et puis, j'étais séparé de ma fille à ce moment-là. Et en plus, tu vois, dans ta santé, t'es aussi pas bien. Donc, tu te dis, mais en fait, sur quoi je peux compter, quoi? Et t'es vraiment perdu, lost total et tout. Et je me rappelle encore, à ce moment-là, je travaillais en agence et j'étais dans ma voiture. Et il y avait, c'était le moment Enfin, j'écoutais encore l'album de DC's et il y avait cette chanson Life is Good. Et j'étais avec ma fille qui était dans son siège auto à l'arrière. Et c'est une chanson, en fait, qui est assez chouette parce que c'est plus une ode à la résilience, une ode aux petits trucs de la vie sur lesquels tu peux t'accrocher qui te font du bien, qui n'enlèvent pas le fait que, ok, tu as le droit de te sentir mal, et qui a un refrain très très simple qui dit juste Life is good, life is good. Exactement. Et en gros, c'est un peu presque naïf, quoi, tu vois. Mais j'adore cette chanson juste parce qu'en fait, j'étais dans ma voiture et je voyais ma fille à l'arrière qui chantait Life is good. Elle savait à peine parler, en tout cas, et encore moins en anglais. Hein. Donc, et qui chantait ce truc-là. Et je me disais, mais allez,
ce moment, en fait, c'est vrai qu'il est vraiment chouette. Et ça m'a marqué. C'est pas un truc qui m'a guéri, c'est pas un truc qui m'a réparé, c'est pas un truc... Mais c'est juste, ce moment-là précis, ça reste un moment assez chouette, qui est minuscule et qui est en fait même un petit reflet de ce qu'on entend dans la chanson. Tu sais, dans la chanson, il parle même de « tu souffles ton gâteau et tu postillonnes » et c'est des barres, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, Mais c'est un chouette moment. Enfin, je veux dire, un chouette moment, voilà, mais c'est un chouette souvenir. C'est vraiment, mais comme, en fait, ça me fait penser à Inside Out, où t'as vraiment, donc, joie et tristesse qui se sont alliés ensemble pour créer ce souvenir, quoi. Et c'est beau. Je trouve ça très beau. Ouais. Moi aussi, je pense à, en fait, il y a eu des périodes comme ça très, très difficiles qui sont liées à ma santé. Naïm, toi, tu sais un peu plus. Mais je me souviens, parce que je voulais parler du fait que j'étais toujours dans mes comfort shows. Quand j'étais hospitalisée, quand j'étais en revalidation, post-opératoire. Ça m'aidait beaucoup juste pour m'évader. Mais là, maintenant que tu parles d'un son, moi, je pense à un son. Et vraiment, c'est un son qui me prend dans les tripes. Et peut-être que vous le connaissez, c'est Frank Sinatra, That's Life. Et en fait, c'est un son que parfois je peux encore pleurer, juste quand je me remémore les moments que je l'ai écouté, je l'ai mangé. Et c'est un son que, encore une fois, comme tu dis, oui, il est assez joyeux, positif, mais il y a tellement de résilience aussi de dire, voilà, je retombe, mais je me relève. Et les gens, ils disent, c'est la vie. Mais ça ramène, comme tu dis, ça ramène dans des émotions comme ça que... Il faut que je sois dans un bon état d'esprit parfois pour pouvoir l'écouter aujourd'hui. Sinon, il me ramène un peu dans le bad. Mais moi, j'en ai deux. Et je crois que j'ai commencé par une série. Oh, ma hantise de le dire, parce que, punaise, je déteste dire 13 en anglais. C'est... Si tu veux, je le dis à ta place. 13. Si tu veux, je t'imite et je le dis à ta place. Voilà, donc 13. c'est 13 Reasons Why. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas la série, donc c'est une série qui parle d'une jeune fille bien trop jeune d'ailleurs, qui s'est donné la mort et qui a laissé derrière elle 13 cassettes qui parlent chaque fois d'une histoire et d'une personne. Et c'est une très belle série et c'est une série qui m'a beaucoup aidée parce que, bon, c'est peut-être un peu trigger, donc si vous voulez passer cette partie, vous le pouvez. Mais voilà, malheureusement, quand j'étais jeune, quand j'étais très petite aussi, donc j'avais une dizaine d'années, j'ai été victime d'abus sexuels et plus tard, vers mes 18 ans, j'ai été victime d'un viol. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant très très longtemps. Je l'avais dit à personne et c'est ressorti quand je pense je devais avoir 20-21 ans. Et c'est en fait après avoir vu cette série, donc 13 putain, tu vois, j'arrive pas à le dire. 13 Reasons Why. Fondamenton, putain, ouais, c'est mon fondamenton. Et c'est une série où j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour cette fille, où je me suis reconnue en fait beaucoup dans cette fille et que je me suis dit non, en fait, moi je veux pas terminer comme elle. Je veux que ça aille mieux, je veux aller de l'avant. Et c'est cette série qui m'a permis d'en parler. Tout d'abord à mes parents qui n'étaient pas du tout au courant, donc ça m'a permis d'avancer, de demander de l'aide, parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai pu aller chercher de l'aide vers les professionnels et donc une psychologue. Et donc voilà, ça m'a vraiment aidé à ouvrir la parole, à aussi avoir une certaine réflexion, parce que il faut savoir que tout ça, c'était enfoui. C'était vraiment, j'avais un déni, en fait. C'était comme si c'était jamais arrivé. Donc ça m'a aidé aussi à faire face à tout ça, à un truc qui était en train de s'encrasser à fond. Et donc voilà, je pense que des offres comme ça peut vraiment aider à ouvrir la parole et à se dire, ok, il faut que je demande de l'aide parce que je veux pas terminer comme ça, en fait. Je veux pas que ça se passe comme ça dans ma vie. Donc voilà, c'est une série que je recommande parce que c'est très cru, c'est un peu brutal, mais c'est super bien fait. C'est un peu romantisé, bien évidemment, avec toute cette histoire de cassette, mais c'est une très belle série et moi, ça m'a beaucoup aidée en tout cas. Et alors, la deuxième œuvre que j'aime beaucoup, et ça, c'est vraiment par rapport à ma personne, donc vraiment très personnel, c'est un son de Nekfeu et Clara Luciani qui s'appelle Aventurier. Et c'est magnifique. Et en fait, le premier couplet de ce son, donc qui est rappé par Nekfeu, je me suis dit, putain, j'ai l'impression qu'il m'a espionné
Et il a écrit sur moi ce couplet, donc un truc de fou. Et c'est des paroles très crues aussi sur une femme qui a vécu du harcèlement, qui a été sous médicaments, antidépresseurs, etc. Et il l'exprime super bien. Et en plus, c'est dit par un homme, donc ça fait du bien à entendre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce son. C'est toujours un de mes préférés aujourd'hui. Et j'ai toujours une petite larme encore quand je l'écoute. Donc voilà, très belle chanson qui c'est pas spécialement que ça m'a aidé, mais ça a vraiment mis des mots sur ce que je ressentais vraiment. Et c'est sorti aussi un peu au moment où j'étais entre le déni et je commence à en parler. Donc ça commence à sortir. Et c'est dans ce sens-là que ça m'a aidé. Et puis Naïm, toi tu sais, la musique c'est une très très grande partie de ma vie. C'est quelque chose que je pourrais pas vivre sans. Donc fallait au moins que je donne une petite ref musicale dans cet épisode-ci. Donc voilà, parce que la musique m'a beaucoup aidée dans ma thérapie. Merci Mégane d'avoir mis tes tripes aussi sur la table. Ouais, là on les a bien mis, elles sont out là. Moi je me sens nulle à côté de vous avec ça. Enfin, pas du tout, mais t'as pas pas du fait tout. la guerre. Comme on peut le voir, ouais, voilà, hein, les médias, les œuvres de pop culture, ça joue clairement un rôle important dans notre vie, dans la perception de la santé mentale. Et ouais, comme tu le disais par rapport à 13 Reasons Why. Oh waouh. J'ai juste rajouté un S à Wise, alors qu'il n'y a aucune raison. Donc, leur influence, ça peut être bénéfique et parfois problématique par rapport à la façon dont le sujet va être traité. Parce que parfois, tu vas avoir des trucs qui vont être caricaturaux. Parfois, tu as aussi des termes qui vont être galvaudés, banalisés. Tu vois, quand tu vois un peu... juste un bête truc, hein. Je ne sais pas si... Enfin, si, ouais, j'ai un très bon exemple. Hypersensible, qui est un vrai état. En fait, maintenant, tout le monde est hypersensible. Dès qu'il a une petite larme, le vent lui souffle dans les yeux, il est hypersensible. Quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, et ça, c'est un peu... vulgariser ce terme. Ouais, c'est ça, tu vois. Puis, tu as aussi un effet de mode. Et ça, c'est assez fou parce qu'en vrai, ça peut être aussi bénéfique que problématique parce que autant il y a les gens qui vivent vraiment des choses, vont selon une mode ou quoi, enfin une mode, c'est pas vraiment le bon terme, mais selon un sujet du moment, vont se dire ah ouais ok, en fait c'est vrai, je peux en parler. Et puis t'en as qui vont aussi se mettre sur la vague et dire ah mais moi aussi je fais partie de ces petites waves cool et tout, et je suis aussi en dep, j'ai le spleen, enfin tu vois. Ça m'énerve. J'ai le spleen. Non, mais c'est ça, quoi, tu vois. Et donc, voilà. Et puis, il y avait aussi, dans les recherches que j'avais faites, je pense que c'est aussi important de voir que le secteur culturel dans lequel il y a, en tout cas, où on recense le plus de dépression et de mal-être, etc., en fait, c'est dans la musique. Donc, il y a des études qui ont été faites où, par exemple, une étude anglaise qui a montré que 70% des musiciens sont en souffrance psychique. C'est en fait 3 fois plus que le reste des gens, quoi. Ouais. Tu vois, donc, c'est énorme. C'est c'est énorme. exagéré, quoi. Ouais, et tu as aussi... Enfin, voilà, tu as plein d'études comme ça qui vont dans ce sens-là, des études françaises, etc., qui montrent, par exemple, que, en particulier dans la musique, tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont être mal. Et je crois que c'est aussi, mais ça c'est voilà, c'est juste un avis perso. Je pense que le fait que tu mettes beaucoup plus tes tripes, que tu es exposé, en plus de mettre ton œuvre, en plus t'es lié à ça, t'es critiqué, t'es machin et tout. Enfin, c'est beaucoup de pression. T'as beaucoup de jugements, t'as beaucoup de retours que t'as pas demandé. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui forcément n'aident pas, quoi. Donc, Et c'est terrible ce que je veux dire, mais tu le sens en fait quand l'artiste est torturé, et ça rend la chose encore plus belle. Et c'est terrible parce que on parle de quelque chose qui est moche, donc qui est la dépression, les troubles anxieux, etc. Donc les maladies mentales. ouais. Et en fait, très souvent, les artistes que j'écoute, je sais que tu entends direct que c'est des personnes torturées, et ça rend la chose très belle. Donc, Ouais, mais je crois que c'est... En fait, il y a un truc où je trouve qu'il faut faire attention avec ça, même si c'est juste, c'est que effectivement les artistes torturés, ça parle
Et en fait, je pense plus qu'on aime le côté authentique de l'artiste. Oui, tout à fait. J'aime pas le fait qu'il soit torturé. Non, on est bien d'accord. je dis pas ça. Je dis pas ça pour toi. Je dis ça en général parce qu'il y a vraiment le cliché de l'artiste torturé. Tu vois, tout le monde a Van Gogh dans sa tête qui se coupe l'oreille, alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'aurait pas été artiste, il serait coupé l'oreille aussi. Tu vois. Oui, tout à fait. Et c'est plus ça qu'il faut se dire, c'est que le fait que tu es artiste et torturé fait que quand tu es authentique, on y croit plus que si tu fakes des émotions que tu vis pas. Oui, c'est ça, on va dire le vécu difficile plutôt qu'un artiste torturé. Bon, après, ce que je dis là, c'est juste mon avis. Donc moi, non, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Je suis hyper intelligent. T'as pas changé, mais Megan, tu voulais peut-être nous parler de l'impact de vice-versa. Oui, l'impact de vice-versa sur les enfants. Donc, il y a eu des études comme quoi vice-versa a eu vraiment un impact super positif pour la santé mentale des jeunes en représentant en fait les émotions comme des personnages distincts. Et donc, ça permettait aux enfants de vraiment mieux comprendre et gérer leurs émotions et de mettre en fait un nom à ce qui se passait un peu dans leur tête, à ce qu'ils ressentaient. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a permis vraiment d'ouvrir la réflexion et la discussion entre parents et enfants à ce sujet. Il y a aussi le fait que, tu en as parlé tout à l'heure, mais quand tu parlais d'anxiété, que tu te disais, ils ont vraiment bien représenté ça, ce personnage et sa manière d'agir et tout. En fait, il faut savoir que pour vice-versa, ils ont utilisé des experts en psychologie pour faire le film, pour écrire le scénario, etc. Donc, notamment, le professeur, je ne sais pas si c'est intéressant, mais on va le citer, Dasher Katner, de l'université, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de l'université de Californie. Et en fait, son expertise a été cruciale pour vraiment... pour avoir cette expertise, en fait, et de justement démontrer et illustrer du coup avec ce dessin animé les émotions et comment on pouvait le faire au mieux en fait pour le montrer à des enfants quoi. Donc voilà, donc ça a vraiment eu beaucoup de succès et en plus ça a eu vraiment un impact positif sur la santé, enfin pour la santé mentale des enfants, donc du positif. Ouais, mais d'office, ça a un vrai impact. En fait, moi j'ai vu un autre truc qui m'a un peu frappé. Il y a un effet qui s'appelle le weather effect, qui a été analysé par un sociologue, je crois, en 1982. C'est pas un truc genre quand il y a du vent, t'es plus dépressif? Non. Ok. Je comprends le weather, vent, oui, tout à fait. Je sais, mais non. Mais c'est une belle tentative, il faut applaudir. Non, en gros, le truc, c'est que ils ont analysé que il y a eu un roman qui était sorti qui s'appelle Les souffrances du jeune Werder the Goat. Okay. Et en gros, cette œuvre parlait du mal-être à un moment où on n'en parlait pas beaucoup. Donc et ça a déclenché une vague de suicides. Et en fait, pas une vague de suicides dans le sens ah, cool, on est tellement déprimé, on va se suicider. En fait, ça, entre guillemets, je prends vraiment des pincettes dans ce que je vais dire, mais ça montrait la voie d'une possibilité d'être soulagé par le suicide. Donc, évidemment, ceux qui se sentent mal, parlez-en d'abord autour de vous, aux personnes qui sont les plus à même de vous aider avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais c'est juste pour dire que il y a un vrai effet, en fait, entre des œuvres qui vont banaliser ou en tout cas mettre en lumière un acte et la conséquence de ça. Et ça s'est passé aussi avec 30 Reasons Why. Donc, il y a eu la même chose où il y a eu les mêmes critiques où les gens ont ramené ce nom, le nom de cet effet pour expliquer que, en fait, la série ne doit pas juste pointer la conséquence, mais aussi doit amener des solutions, etc. Ouais. Et pas penser que la chose la plus évidente, c'est de mettre fin à ta vie. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, après ça, il y a eu aussi l'effet Robin Williams, qui est, bon, apparemment, il faut juste dire effet, et puis un autre mot juste après pour devenir sociologue. Mais en gros, mais ça, c'est pas un effet qui a été étudié, c'est plus des termes qui ont été repris sur des réseaux comme Reddit, etc., mais qui dépeignent quelque chose, et c'est en fait simplement
le truc de tout le monde croit que tu es heureux, tout le monde te voit souriant et en réalité tu te sens mal. Et bon, voilà, le décès de Robin Williams en 2014 a aussi pointé ce contraste qu'il peut y avoir entre ta vie de façade et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et bon, c'est déjà quelque chose. Et puis, il y a un dernier point, et je pense que c'est très important de le souligner, pour dire que vraiment, de mettre en avant les façons d'être aidé, c'est super important. Il y a un titre de Logic qui s'appelle 1-800-273-8255. J'adore ce son. Et ce son, en fait... C'est ça? C'est exactement les paroles. C'est nanana, nana. Et en fait, à la sortie de ce son, il y a eu 27% d'appels à l'aide en plus à ce numéro de téléphone, parce que le titre de la chanson, c'est le numéro de téléphone pour l'aide de la prévention au suicide aux États-Unis. Et je voulais juste rebondir sur Robin Williams. Jim Carrey, c'est aussi une personne qui parle énormément de ses souffrances mentaux et comment il s'est fragilisé avec les années, alors que le gars, il est là pour te faire rire. C'est le moment où il a dit ça dans une interview pour la première fois qu'il a parlé de sa dépression, pour moi, c'était aussi révélateur de, en fait, t'as beau être là en train de faire sourire tout le monde, faire rire tout le monde, tu peux être assez... Voilà. Moi, je me reconnais de ouf dans cet effet-là. J'ai toujours été un petit clown quand j'étais plus jeune, et c'est comme ça que je cachais un peu tout ce qui allait pas bien. Donc, et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans cet effet-là, mais je savais pas que c'était l'effet Robin Williams. Et j'adore Robin Williams en plus. Donc, Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des œuvres qui sont soit, comment je vais dire, qui arrivent à aborder la santé mentale de la meilleure façon, de la bonne façon, quoi. Des trucs qui vraiment, tu le vois et tu dis, ok, ça m'aide, je vais le faire, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, voici la solution. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vont vraiment démystifier un tabou sur ça, quoi? En fait, la santé mentale, c'est tellement large, et tu l'as dit au tout début dans l'introduction, que c'est très compliqué de venir avec un ou deux œuvres. Chacun peut se retrouver à un moment donné dans une œuvre, que ce soit si tu parles d'anxiété, si tu parles de dépression, de deuil au sens large. Et donc, je trouve ça une question un peu compliquée et ça dépend de chaque personne et ses sensibilités. Et comme tu as dit là tout à l'heure aussi, il y a plein d'œuvres où c'est symbolique, c'est une métaphore que tu retrouves. Donc c'est abstrait, mais c'est à toi d'aller chercher. Donc voilà, pour ma part, je trouve ça un peu compliqué de répondre. Ouais, je suis d'accord. J'allais dire la même chose en fait, parce que c'est tellement personnel que moi, par exemple, avec 13 Reasons Why, je l'ai ressenti d'une certaine manière, mais je sais qu'une autre personne n'aurait pas du tout ressenti ça, et qu'en fait ça aurait peut-être même empiré sa situation, parce que ça l'aurait mis une angoisse en plus de se dire « Oh, mais je vais terminer comme ça et tout ». Alors que moi, justement, ça m'a aidé à me dire, un peu psychologie inversée, de me dire « Mais moi, j'ai pas envie de finir comme ça ». Mais oui, je pense que c'est vraiment très personnel. Mais oui, dans mon cas, il y a une œuvre qui m'a aidée. Il y en a même plusieurs. Donc, je pense que oui, mais c'est vraiment très personnel. T'en as pas une qui peut vraiment bien dépeindre ça, mais c'est vraiment par rapport à chaque personne, chaque situation. Et Sana, j'ai une question pour toi. Donc, tu es en train de préparer un spectacle. Oui. Et qui s'appelle? En fait, j'ai plusieurs titres en cours. T'as pas encore le titre définitif? Le titre définitif, non. Et Mohamed Fashion, mon metteur en scène, il m'a dit aussi, tu vas voir, le titre, il va découler à la fin, on va trouver le titre. Mais on est sur plusieurs titres. Okay. Comme ça. Et du coup, ma question pour toi, c'est pourquoi avoir écrit ce spectacle? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Est-ce que tu as cherché dans ce spectacle une forme de thérapie? Et on peut savoir un peu de quoi parle le spectacle ou pas encore? Si. Oui, quand même. Tu m'as quand même invité à venir aujourd'hui. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui. Oui, en fait, le spectacle parle de voyager dans la tête d'une personne malade. Donc, c'est les ups, les downs, les côtés, les épreuves, mais aussi les belles choses qui ont pu en découler. Et en gros, c'est un peu la maladie, c'est pas sexy. Donc la maladie, c'est quelque chose dans la société où les gens essayent de rester loin. Il y a des gens qui n'aiment pas être dans des hôpitaux, par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas être confrontés à la maladie de l'autre. Et c'est une manière pour montrer aussi que c'est beau d'être malade.
être différent, c'est beau, parce que je parle pas que de la maladie, je parle aussi d'un handicap, d'une pathologie chronique. Et donc, avoir cette pathologie, avoir cet handicap m'a aidé aussi beaucoup à me dire, c'est bien finalement d'être différent. Et j'ai grandi d'une certaine manière qu'une autre personne, et tant mieux pour cette personne, n'a pas dû vivre ce cheminement-là. Et donc, en gros, c'est conscientiser les gens sur les personnes malades, parler de la solitude, parler de l'exclusion sociale. Ça, c'est les sujets. Et pour revenir, si c'était une thérapie, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ce spectacle ? Ouais, il y a ça. Et est-ce que c'était une thérapie de l'avoir fait, de l'avoir écrit, d'avoir mis ça sur papier ? J'ai l'impression que je dois réfléchir à la question alors que j'ai déjà la réponse. Non, le spectacle, l'idée est déjà arrivée avec Mohamed Fashion, mon metteur en scène actuel, qui m'avait dit il y a 7 ans déjà, qui avait été témoin de ma maladie. Et toi aussi, Naïm, je pense que tu as déjà été témoin de ça, qui me disait... ce serait bien que tu écris un spectacle là-dessus, parce que d'un côté, il y a ce côté très lourd et sérieux autour de la maladie, mais aussi ce côté très absurde qui revenait très souvent. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas humblement quand même mettre ça en avant, et pour que les gens, et on en revient là-dessus, se sentent moins seuls là-dedans. Mais encore une fois, c'est humblement, parce que le but, c'est pas de venir en moraliste et dire... faut pas te sentir seul, t'inquiète pas, tu peux y arriver. C'est pas ça du tout, la démarche. Et puis, oui, c'était thérapeutique parce que à partir du moment où tu sais que la maladie ou un handicap, c'est un trauma pour le corps, il y a aussi tout cet aspect d'acceptation et guérir émotionnellement par rapport à ce trauma-là. Et le fait d'en parler m'a aidé à déceler mes souffrances et à me dire, OK... porter ça avec une certaine résilience. J'ai pu utiliser l'humour, qui pour moi est extrêmement important. Cet outil de dire, OK, je vais mettre en avant la maladie de manière... On peut en rire aussi. Oui, pas tout doit être toujours très, très lourd. Et donc, c'est aussi les gens qui vont venir. Et ça, c'est le but. C'est que si tu tends l'oreille à la porte et que le spectacle se déroule à l'intérieur, tu te dis pas que ça parle de maladie, de deuil, d'exclusion sociale, etc. Donc oui, c'était vraiment une forme de thérapie. Et ouais. Ok. Petit message pour nos popologues, parce que on parle, mais c'est pas comme s'il y avait personne qui nous écoutait. J'espère en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires les œuvres qui vous ont aidé, les œuvres qui ont été thérapeutiques pour vous. Laissez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à interagir avec nous. N'hésitez pas à liker la page, le compte Instagram, popologie_podcast. Et c'est ça. Tu me regardes, mais je sais pas du tout. Moi, je peux pas t'aider. Donc voilà. Mais non, mais c'est ça. On est professionnels, exactement que c'est ça. Donc, voilà. Et à partager donc le podcast, laisser des petites étoiles, etc. Enfin, tout ce qui fait que notre podcast, encore plus de gens vont l'écouter, ça va vraiment faire plaisir. Boom. Roasted. Les filles. Oui. Oui. Je suis vraiment ça. Mesdames. Non, les filles, s'il te plaît. Donc, voilà, on a parlé d'un petit peu de tout et surtout, les gens, je crois qu'ils auront compris que c'est un sujet auquel on a déjà fait face et on a choisi aussi souvent de l'aborder avec humour. Et toujours pour continuer dans cette lignée, en fait, on va faire un petit jeu. Yeah. Alors, c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. C'est un jeu où il n'y a même pas de points, mais c'est quand même un jeu. donc, un jeu sans enjeu. C'est ça, voilà. Donc, c'est... écoute, ma réflexion, c'était... La santé mentale, c'est se prendre la tête. Donc, t'es sensible à beaucoup de choses. Tu vas être stressé, tu vas avoir la pression. Tu peux être mal par rapport au regard des autres. Et en gros, c'est beaucoup de challenges pour ton cerveau et ton corps. Et du coup, pour moi, le jeu qui va bien avec ça, c'est tu préfères. J'adore. Et donc, je vais vous poser des petites questions,
des petits dilemmes et à vous de me dire qu'est-ce que vous préférez et à m'expliquer pourquoi. Alors, est-ce que tu préfères ne jamais dire quand quelque chose t'énerve ou ne plus jamais ressentir quand quelque chose te rend joyeux? Ah, c'est chaud, dit. C'est ça le principe de tu préfères. Oui, c'est vrai. Non, moi, absolument, je préfère ne plus jamais rien dire quand ça m'énerve. Oui, pareil. Ah oui, parce que Pareil. déjà, tu réponds les imbéciles par le silence, donc c'est une chose. Je suis tout à fait d'accord. Et l'autre, Tu la réponds aussi aux joie, imbéciles par une bonne tarte dans les yeux. mais la joie, ouais, non. Non, la joie, c'est trop important, oui. Ok. Alors, tu préfères tout ressentir ou tu préfères rien ressentir? Donc, je précise, ça veut dire tu préfères ressentir toutes les émotions de tout le monde, même des autres, comme si c'était tes émotions, ou tu préfères ne jamais ressentir aucune émotion, même pas les tiennes? Je crois que moi, j'aurais tendance à dire ne rien ressentir du tout, mais vraiment parce que je me suis posé tellement de fois la question, qu'est-ce que ça fait de rien ressentir? Genre, qu'est-ce que tu ressens quand tu ressens rien? Et qu'en plus, ressentir... Après, moi, je suis un peu une éponge, donc je prends beaucoup les émotions des gens. Et je sais que c'est hyper désagréable, en fait. C'est pas facile. Donc, je pense que j'aurais tendance, juste pour l'expérience, de dire ne rien ressentir du tout. Oui, je rejoins Mégane par rapport à mon empathie. Ouais, tu sais quoi, je préfère rien ressentir, même pas mes propres émotions. Commencer à dealer avec ceux des autres, je vais pas y arriver. Il y a plus... Et toi, Moi, Nil, en fait? Franchement, moi, je pense que je préfère tout ressentir, mais parce que j'ai déjà l'impression de vivre ça. Mais oui, mais c'est En fait, Et tu veux pas goûter à autre chose? Oui, c'est ça. Je sais pas. En fait, j'ai un peu un mode, le mode Pierre. Mes frères, ils connaissent. C'est le mode. C'est tout. Tout est fermé. Et en fait, je mets en mode. Attends, Pierre de Pokémon? Non, Pierre comme un caillou. Ah, ok. Non, pas Pierre avec les deux Mais traits à oui, la place c'est des pour ça yeux. que j'ai fermé comme ses yeux. Non. Et en fait, en mode, je ressens rien. Enfin, en tout cas, je décide de plus ressentir les trucs et tout. Et j'agis assez froidement et tout. Mais ma réalité, c'est surtout que je ressens trop de trucs tout le temps, tout de tout le monde. Ouais, Tu vois, moi, tu respires de travers et je l'ai capté et je sais et machin. Et ça devient des séances de thérapie où je suis en train d'expliquer. L'hypervigilance. Ouais, c'est abusé, quoi. Alors, le prochain, donc c'est tu préfères oublier tous les souvenirs de ton passé ou ne jamais pouvoir imaginer ou planifier ton futur? Ne jamais planifier ou imaginer mon futur. Pareil. Tout le temps en mode impro, mais vous êtes des Pareil. faux! Mais oui. Mais moi tu sais que j'ai Garde-moi tous les souvenirs. Ouais, moi je préfère garder mes souvenirs, même s'il y en a de très douloureux et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Que le futur, honnêtement, tu sais que je n'ai aucun plan pour le futur, quoi. Je me dis pas genre... L'inverse. Le C'est futur vrai n'existe pas. Ouais, non, Mais c'est ça. Moi, de base. Mhm. Non, mais ça, oui. Tu crèves demain, Mais- quoi. Le mais quoi? Il Alors. n'existe pas. Oui, et c'est pour ça que je suis stressé. Moi, j'aimerais bien qu'on m'envoie le planning du futur et que je puisse tout anticiper. Ouais, non, c'est chaud. Ah non, je Ça s'appelle lâcher prise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Genre ma sœur, elle a été voir voyante, médium, bazar, machin. Moi, ça me dit pas en fait. Je m'en fous du futur. Je vais vraiment, moi, c'est au jour le jour. Donc ouais, carrément garder mes souvenirs. Ouais. Bon, à mes yeux, vous êtes folle. Mais... non, mais je comprends. Alors, celui-là, il est trop marrant parce que je suis assez curieux aussi de la sous-question que je vous ai... et je vais pas vous poser tout de suite. Tu préfères lire dans les pensées de tout le monde tout le temps ou qu'on lise dans les tiennes? Donc en fait, tu préfères entendre toutes les pensées des gens qui sont autour de toi sans aucun filtre ou que tout le monde puisse entendre tes pensées, même les trucs les plus secrets, deep et tout? La réponse, elle est tellement facile. Écouter Ah ouais? les pensées des autres. Autant pas ressentir les émotions des autres, autant ma curiosité, elle prend dessus. J'ai envie de savoir à quoi tu penses tout le temps. T'imagines? Non, je vais pas te poser la question si de ton partenaire, tu veux tout savoir. C'est clair que ça Ah ben tu vas l'entendre. Oui, Ça veut dire voilà, que tu c'est rentres ça. à la maison et imagine, t'as ton partenaire, il est là et il dit « Oh purée tu vois. C'est pas grave, donne, ok, j'ai envie de le savoir. Je préfère ça que pas savoir, même si c'est ma curiosité. Mhm.
Ouais, je trouve que c'est une question pas facile. Je pense que je plancherais plus comme Sana, que d'écouter, enfin de pouvoir entendre toutes les pensées des gens. Mais en même temps, je me dis, si les gens pouvaient voir mes pensées, après c'est toutes les pensées, donc c'est chaud, mais si les gens pouvaient T'es en voir... train de tricher, là. Pourquoi? Non, mais Parce que Camille, tu choisis un peu des deux. Mais non, j'irais dans le truc. Oui, je pense que je préférerais aller que entendre les pensées des gens. Mais je me dis aussi, enfin ça c'est vraiment une réflexion personnelle. Si les gens pouvaient entendre mes pensées, ce serait tellement plus facile de me faire comprendre en fait, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me sens hyper incomprise et que je me dis punaise, si les gens savaient lire dans ma tête, en fait, ils comprendraient, tu vois. Et ouais, c'est ce côté-là. Mais je pense que je préférerais quand même savoir écouter les pensées des gens. Bah, non, moi, je prendrais l'autre. Mais ça, c'est aussi en lien avec l'autre truc. Moi, je préfère avoir le contrôle. Oui. Et le reste, c'est trop d'imprévus. T'imagines, je rentre dans une pièce et l'autre, il pense ça, et celui-là, ça, et c'est trop de trucs à gérer. J'avoue que ça peut rendre fou, en Lisez fait. dans mon cerveau. Tant pis pour vous. Et voilà, quoi. Mais j'avoue que oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je me dis, allez, si t'as quelqu'un que t'aimes beaucoup et que tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle te, tu vois, Ouais. elle te tue dans sa tête, en fait, t'es là, waouh, c'est dur, hein. Moi, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Moi, c'est une question de pudeur. J'aime pas qu'on soit déjà dans mon espace et j'aime pas qu'on soit dans ma tête. Donc, je pense plutôt, c'est pour ça que je préfère aller vers l'autre Ouais. que c'est toi qui rentres. C'est drôle de dire ça alors que je fais un spectacle sur un récit personnel, mais tu m'as compris. Vous m'avez compris. Alors, avant-dernière question. Vous pouvez... Mais c'est quoi ça? Waouh! ABC. Ou PFF. Je me transforme en chien. Vous vous rappelez la série où il y avait le garçon qui se transforme en chien? Ben, c'est moi. Donc, non. Est-ce que vous préférez être toujours vu ou totalement invisible? Donc, ça veut dire tu préfères te sentir constamment observé et jugé tout le temps, partout, ou complètement invisible et jamais personne te remarque? Bon, je crois que c'est la question la plus dure. De ouf. Genre, je sais pas. Par rapport oui, je dirais alors invisible si tu mets l'aspect jugement, mais d'un autre côté, non. Que je sois toujours vue, j'ai aucun problème à ça. Encore une fois, on est sur vue, on n'est pas dans ma tête. Et ça, c'est OK pour moi. Et puis tu fais un spectacle, c'est plus facile. Les gens ils vont venir, Ouais, ils voient une jugement, scène, honnêtement. ils entendent du bruit. Mais... Le jugement, voilà, ça m'importe. Moi, je crois que je choisirais aussi être vue parce que quand j'étais petite, enfin, aujourd'hui, quand je repense à quand j'étais petite, je me sentais en fait totalement invisible et c'était horrible en fait comme sensation. Donc, je crois que oui, je préfère être vue et jugée et tant pis, quoi. Ouais, moi, être vu, c'est sûr. Moi, j'en ai rien à foutre d'être jugé. Oui, c'est Ouais, vrai. voilà, c'est ça. Je m'en tape total. S'en bat les couilles. C'est ça. Et puis, dernière question qui est un petit peu plus légère, c'est juste par rapport aussi au thème de l'épisode. Hein. Est-ce que vous préférez avoir qu'une seule œuvre jusqu'à la fin de votre vie, donc une seule chanson, ou un seul film, ou un seul livre, ou vous préférez n'en avoir juste aucun? En avoir une d'office. Ce serait quoi? Aucun film préféré, tu veux dire? Ouais. Aucun film. OK. Ah non, mais que tu peux continuer à avoir des films et tout, genre voir des Non, œuvres. attends, si tu dis, je vais aller au cinéma, je vais aller voir le nouveau Titanic. Hop, c'est pas Titanic, c'est le film que tu veux, que tu as choisi, pardon. Ok. Tu vas écouter une chanson, c'est que une La seule chanson que chanson. j'ai- tu vois. Ouais, mais dans l'autre cas, tu peux continuer à regarder des œuvres, mais juste pas en avoir une préférée. Non, dans l'autre cas, c'est rien. Ah, t'as rien, t'as Tu plus vas rien. au cinéma, l'écran s'allume, C'est noir. puis c'est tout noir. Ah non, en avoir une quand même. Et ça serait laquelle? Oh punaise, ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur. Je pense que... Non, franchement, je ne saurais pas dire. Faudrait que je réfléchisse longtemps avant de me dire, ok, ce sera celle-là. Mais oui, je sais pas toi, Sana, si t'as... Moi, vraiment, et je reviens où c'est vraiment quelque chose sur répétition. Alors, quelque chose préféré, ce serait le son Frank Sinatra qui me donnerait toujours un boost d'énergie, ou le film de Frida Kahlo, sa biopic, et que voilà, toute Ouais, ma j'avoue. vie, je vois ça et ça me rebooste à chaque fois. Mais rien, c'est le néant, désert. Ouais, c'est vrai. Et toi, Naïm? Pour le créatif que tu es, Naïm, ça m'étonnerait. Ouais, mais regarder un truc en boucle tout le temps. Ou rien.
Je préfère alors me faire des films dans la tête, quoi. Mais genre, si tu choisis une série, si tu choisis Friends, tu peux regarder tous les épisodes ou tu regardes qu'un seul épisode? Waouh, ouais. Oui, t'as parce dit que quelque là, chose. c'est une série. Ça sera aux auditeurs de décider. Bon, les amis, on est déjà à la fin du podcast. On va passer à la conclusion. Super. Donc, les petits amis, comme d'hab, hein, la dernière partie, c'est pour proposer des autres œuvres qui pourraient parler de santé mentale. Donc, à chaque fois, recommander à nos auditeurs une autre œuvre à découvrir. Et Sana, est-ce que tu veux commencer? Moi, je dirais l'album de Stromae, Multitude, et le documentaire de Jonah Hill, Stutz. Vraiment, je recommande parce que ça ouvre les yeux un peu sur c'est quoi la thérapie, et vraiment, pas pour être moraliste, mais juste important de savoir aussi que la thérapie peut avoir des bienfaits. Et encore une fois, quand on écoute un album comme celui de Stromae, toujours être vigilant par rapport à nos émotions aussi quand on écoute ce type d'art. Et le documentaire, tu sais où est-ce qu'on sait le trouver? Netflix. Ok, cool. Ouais. Ok. Et toi, Mégane? Moi, je vais pas aller dans des trucs deep cette fois-ci, ça a changé de tout l'épisode, mais je vais partir sur ma première reco qui est Iron Man 3, qui est sorti en 2013, que j'ai vu certainement en 2013, qui était, je pense, moi, vraiment l'Iron Man que j'aimais le moins. Et je l'ai regardé par après, où j'ai commencé à avoir des angoisses, etc. Et en fait, dans ce film-là, donc Tony Stark, le personnage principal qui est Iron Man, a des crises d'angoisse, il commence à développer beaucoup d'anxiété et tout. Et j'étais là, waouh, en fait, c'est arrivé tôt, parce que c'était quand même en 2013, donc c'était encore le moment où on parlait pas encore trop de ça. Et c'est un super-héros, donc je trouvais ça en fait génial qu'on donne ce genre de problème et de maladie mentale, pardon, à un super-héros. Donc voilà, et c'est mon super-héros préféré, donc voilà pour l'anecdote. Et sinon, ma deuxième reco, c'est Euphoria. C'est une très belle série à esthétique très léchée. Il y a l'actrice principale qui est juste extraordinaire, Zendaya. Et donc, ça parle peut-être un peu super forcé, mais c'est pas plus mal au final. Donc, des problèmes mentaux, des problèmes de drogue aussi beaucoup chez les adolescents, donc les très jeunes. Et comment parfois ça peut être très violent, très, très dur. Et comment les jeunes aussi peuvent être super... pas bienveillants en fait par rapport à ça et leurs camarades, et donc ça montre aussi qu'il faut faire attention, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, aux jeunes, parce que c'est un âge un peu ingrat, l'adolescence, et donc on n'apprend pas assez en fait aux adolescents d'être bienveillants par rapport à ce genre de choses, et on le voit bien dans Euphoria, donc et voilà, c'est une série extraordinaire, donc je la conseille. Et en lien avec Euphoria, mais moi, la santé mentale, la BO de Euphoria est juste... La magnifique. VO avec Labyrinth qui a fait plein de sons, extraordinaire. Alors, moi, ce sera une bande dessinée, roman graphique, peu importe. En tout cas, un livre avec des images et du texte. Ça s'appelle « C'est comme ça que je disparais ». Et c'est c'est un livre de Myrion Mal, qui est sorti en 2020 aux éditions La Ville Brûle. Et en gros, c'est un livre où elle raconte sa dépression. Et c'est typiquement le genre de livre où je me suis dit, ah ouais, ok, elle a vraiment bien compris. Et je pense que c'est un récit autobiographique, hein, mais c'est typiquement le genre d'œuvre que quand tu le lis, tu dis, ok, on m'a compris en fait. Et ce que j'adore aussi dedans, c'est que c'est son cheminement à elle. Et il n'y a pas de morale à la fin. Il n'y a pas un truc de... Et alors, il faut faire comme ça, c'est ça la recette pour t'en sortir. Non, elle explique sa recette à elle et on n'est même pas sûr à la fin qu'elle s'en sort. En tout cas, on comprend qu'elle a pris le chemin. Maintenant, est-ce que ça a marché ou pas? J'en sais rien du tout. Mais c'est pas ça qui est important dans le livre. C'est surtout un livre qui est assez touchant, clair, net, précis sur comment tu te sens et la démarche d'avoir aussi des amis à qui tu veux pas parler, mais où tu vois, il y a toute cette injonction de « Allez, viens, on va sortir, ça va te changer les idées ». Et t'as pas envie parce que juste t'es pas dans le mood ou ça te prend de l'énergie que t'as pas et tout ça, enfin tu vois. Et dans ce livre-là, elle comprend vraiment bien ça. En tout cas, elle l'explique super bien. Donc, je recommande ce livre. Donc, voilà. Bon, c'est terminé.
On Merci est sur une beaucoup. fin de podcast. Ben, fin d'épisode. merci à toi, Sana, d'être venue. Oui, merci beaucoup. Non, et, vraiment, merci à vous. Et c'était Et- hyper intéressant, franchement. Oui, j'ai bien aimé ça. Vous faites ça vraiment bien et je continuerai à Merci. partager. Oh, C'est un trop beau chouette. binôme. Ah, merci. Oh. Oh là là. Et dis-moi, est-ce que tu n'as pas envie de faire un petit peu d'autopromo? Quand est-ce qu'on va Oui. retrouver ton spectacle? Où est-ce qu'il va se jouer? Est-ce que tu sais déjà ça Et moi, ou je pas veux encore? savoir. Donc là, on vient de finaliser la première lecture avec Mohamed Fashion, mon metteur en scène. Le but, c'est d'avoir un work in progress, donc une trentaine de minutes qui peut se jouer devant un petit groupe. Et puis j'espère, allez, et c'est le but, le deadline, de jouer automne l'année prochaine, donc septembre, octobre. Mais les premiers 30 minutes se feront encore au printemps, normalement, si tout va chouette. bien. Et j'ai ma page Instagram, c'est tout pour le moment. Je t'avoue, je suis nulle en promo. Mais vraiment, vraiment. Ok, ben donc on va dire aux gens, pour le plus simple, de suivre Mohamed Washen sur Instagram. Comme c'est ton metteur en scène, Oui. il va sûrement faire la promo. C'est ça. Et si jamais les gens veulent te chercher, à toi de dire si tu as envie de dire ton Insta ou pas. Pas pour le moment, parce que je publie pas grand-chose sur Tu le vas spectacle, d'abord mais attendre d'être une j'hésiterai pas. star. Merci en tout cas. Merci, Merci à à toi. toi. Merci aux auditeurs d'être restés jusque-là. N'hésitez pas à partager et à liker l'épisode, à commenter aussi. Dites-nous encore une fois quelles sont les œuvres qui vous ont marqué sur le sujet. Et à nouveau, petit disclaimer, on n'est pas des pros, donc on a fait comme on pouvait avec notre cœur. Et si jamais vous devez vous faire aider ou vous voulez vous faire aider, n'hésitez vraiment pas parce que ne serait-ce que faire le pas, c'est déjà une bonne étape vers la guérison. Et vous n'êtes pas seul. Boom. Roasted.